Bonjour à tous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous intéresserons à la fiscalité et à ses influences dans les relations internationales. Dans un premier temps, nous observerons l'hétérogénéité et la variété de l'environnement fiscal dans le monde. Puis nous nous intéresserons aux conséquences de cette hétérogénéité, aussi bien sur le point de vue des relations entre les pays qu'au sein des pays, pour enfin nous demander quels sont les grands enjeux de la fiscalité à l'aube du XXIe siècle. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la fiscalité ? Le terme fiscalité tire son origine du latin fiscus, qui signifie panier, car à l'époque de l'Empire romain, c'est dans des paniers qu'était collecté l'impôt. Cette même racine a également donné naissance au mot fisc, qui désigne couramment l'ensemble des administrations publiques qui sont en charge de l'impôt et de la fiscalité de manière générale. Il est difficile de dire de quand datent les premiers impôts, mais ils ont toujours pris des formes très variées que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la fiscalité au XXIe siècle. La fiscalité est essentiellement constituée de taxes. Taxes qui peuvent porter aussi bien sur des biens, des services, que sur du capital. On retrouvera des formes très courantes, comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui consiste à taxer directement les biens lors d'une transaction. On peut également retrouver des impôts sur les biens immobiliers, des impôts sur les véhicules automobiles, tout simplement des impôts sur les revenus directement ou sur les bénéfices d'une société. On peut également taxer les donations, le tabac, l'alcool, comme c'est le cas en France. Et on peut retrouver également d'autres types d'impositions hérités ou non de la culture et de l'histoire d'un pays, comme l'impôt sur les chiens, assez cocasse en Suisse. Certes, l'impôt sert à financer le fonctionnement de l'État et les prestations sociales. Cependant, dans cette émission, nous nous intéresserons plutôt à l'influence de la fiscalité dans les relations internationales. Comment des différences fiscales vont influencer les relations entre les pays. La grande diversité des outils fiscaux dont nous avons parlé précédemment entraîne une grande variété de politiques fiscales dans les différents pays du monde. Prenons ici l'exemple de la France. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la fiscalité française est basée à 50% sur la taxe sur la valeur ajoutée évoquée précédemment. On remarque également une importance notable de l'impôt sur les revenus et de l'impôt sur les sociétés. Il existe encore également d'autres impôts, mais qui représentent des recettes plus mineures. Comparons désormais la fiscalité française avec celle de son voisin belge, qui fait beaucoup parler d'elle dans les médias. En regardant ces deux tableaux comparatifs, vous pourrez voir que, contrairement aux idées reçues, l'impôt sur le revenu en France est inférieur à celui qui a cours en Belgique, et ceci pour toutes les tranches d'imposition. La différence majeure qu'il y a entre ces deux fiscalités est l'absence dans la fiscalité belge d'impôt sur la fortune. C'est pourquoi on en entend énormément parler à cause de certaines personnalités qui choisissent ce pays pour cette particularité. Il existe en réalité une grande diversité de la fiscalité dans le monde, pas uniquement en volume, mais aussi dans les outils qui sont utilisés. On peut prendre encore d'autres exemples assez atypiques, comme la principauté de Monaco, qui ne pratique aucun impôt direct, c'est-à-dire que l'ensemble des impôts sont prélevés sur les transactions et non sur les revenus. On pourrait également citer le Panama, ainsi que les îles Vierges britanniques, où l'imposition sur les sociétés est quasi nulle. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette hétérogénéité fiscale à l'échelle mondiale ? Nous nous intéresserons à deux phénomènes. Tout d'abord, l'optimisation fiscale, à ne pas confondre avec l'évasion fiscale que nous aborderons dans un second temps. L'optimisation fiscale se fait dans un cadre légal. La plupart des multinationales qui l'utilisent opèrent en respectant la loi, l'idée étant d'afficher ses profits là où ils seront les moins taxés. Cette optimisation fiscale a un coût. En effet, il a été calculé que les multinationales américaines, Apple, Microsoft, Starbucks entre autres, évitent 100 milliards d'euros d'impôts tous les ans. Par exemple, de 2009 à 2013, McDonald's a évité 1,06 milliard d'euros d'impôts en Europe, alors que cette entreprise réalise plus de 40% de ses profits dans cette même région. Et ce sont principalement les classes moyennes qui trinquent. Pour réaliser cette optimisation fiscale, les multinationales utilisent deux grandes techniques. La première consiste à se prêter de l'argent à elles-mêmes, entre filiales, et elles localisent en fait les intérêts là où ils seront les moins imposés. La seconde, quant à elle, repose sur l'achat
de services ou de biens qu'elle se sera fournie elle-même. Et la multinationale optimise ainsi son résultat et évite à nouveau de l'impôt. Ces deux techniques ont en fait le même objectif. Les pertes sont faites dans les pays à fort taux d'imposition et les profits dans les pays à fiscalité plus avantageuse, par exemple les Bermudes, le Panama et le Luxembourg. Il ne faut cependant pas être naïf. Tous les pays possèdent des armes fiscales afin d'attirer les multinationales qui sont un véritable moteur pour l'économie. En effet, on retrouve des pays, par exemple en Europe, qui pratiquent ces outils. Regardons ici l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont un système très avantageux que l'on appelle couramment le sandwich hollandais. Cette technique s'appuie sur une législation fiscale très particulière. Aux Pays-Bas, les entreprises sont non taxées ou très faiblement taxées sur les bénéfices qui sortent du pays. Ainsi, les entreprises peuvent faire des bénéfices aux Pays-Bas, puis ensuite les envoyer sans taxe dans des paradis fiscaux tels que les Bermudes. Une autre méthode que l'on peut voir en Europe avec le Royaume-Uni mais également aux États-Unis consiste à avoir sur le sol national une zone exemptée de taxes fiscales. Par exemple, on retrouve aux États-Unis l'État du Delaware, État très particulier où il existe plus d'entreprises que d'habitants du fait que les taxes sur les entreprises soient extrêmement faibles. On retrouve le même mécanisme donc au Royaume-Uni où les îles Vierges britanniques constituent une autre forme de homemade paradis fiscal pour les entreprises. Et c'est là que les lignes se brouillent. Alors que l'optimisation fiscale se fait dans un cadre légal, certaines entreprises vont avoir tendance à dissimuler leurs bénéfices et leurs profits afin d'éviter l'impôt, mais cette fois par des mécanismes totalement illégaux. Mais que représente l'évasion fiscale dans le monde ? Un chiffre, 1000 milliards d'euros par an. C'est le manque à gagner des États membres de l'Union européenne. Concernant la France, il a été estimé qu'au fil des décennies, 600 milliards d'euros se sont accumulés dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire 10% du patrimoine français et un sixième du budget de l'État. En 2007, la Cour des comptes avait estimé que la fraude fiscale représentait 30 à 40 milliards d'euros par an, soit une part non négligeable du déficit public qui s'élevait en 2008 à 103,1 milliards d'euros. On observe ainsi les prémices des tensions internationales qui peuvent être engendrées par la fiscalité. Nous avons découvert récemment à travers des leaks l'étendue de ce système international. La plus marquante affaire est celle des Panama Papers. Un consortium de plus de 100 rédactions journalistiques dans 76 pays se sont coordonnés et ont eu accès à une masse d'informations inédite qui met en lumière le monde opaque de la finance offshore et des paradis fiscaux. Plus de 11 millions de fichiers ont été répertoriés. Et il a été montré que 214 000 entreprises, trusts et fondations ont été domiciliées dans le cabinet d'affaires Mossack Fonseca entre 1977 et 2015. Et cette affaire est réellement internationale. 202 pays sont représentés à travers ces entreprises. Les bureaux de Mossack Fonseca sont dispersés à travers le monde, aussi bien en Amérique centrale qu'en Asie orientale, mais aussi au Moyen-Orient, et 12 chefs d'État ont été mis en cause dans cette affaire. Mais il ne s'agit pas ici d'un cas isolé. En effet, nul besoin de traverser l'Atlantique pour trouver un paradis fiscal. Au cœur de l'Europe, le Luxembourg a récemment été mis en cause dans une affaire appelée LuxLeaks. Le système se fonde sur le tax ruling, qui sont en fait des avantages fiscaux en échange de l'implantation sur le territoire luxembourgeois des multinationales. Plus de 548 accords secrets ont été conclus via le cabinet PricewaterhouseCoopers. Mais ces accords sont en fait connus par le gouvernement luxembourgeois puisqu'ils sont conclus entre les multinationales et l'administration fiscale par le biais de ce cabinet. Après le tax ruling, l'impôt sur les bénéfices des multinationales implantées au Luxembourg passe de 29,2% à 1%. On s'est en fait rendu compte que l'évasion fiscale concernait toutes les sphères de la société, aussi bien les multinationales que les particuliers, avec récemment l'affaire des Football Leaks qui a montré des immenses détournements d'impôts par les footballeurs les plus riches de la planète. Ces différentes affaires et scandales ont tendance à tendre les relations entre les zones économiques victimes de pertes fiscales
et celles qui accueillent les entreprises à l'aide d'une fiscalité très avantageuse. Mais ces tensions sont d'autant plus notables lorsque l'évasion fiscale se fait au sein d'une même zone économique. Prenons ici l'exemple des tensions qui peuvent exister au sein de la première zone économique internationale, qui est l'Union européenne. Nous pouvons ici commencer par traiter l'exemple du conflit qui oppose Apple et l'Irlande à la Commission européenne. Depuis 2003, Apple paye en Irlande un impôt sur les sociétés plus bas que celui qui a cours de manière générale. En théorie, l'impôt sur les sociétés en Irlande est de 12,5%. Mais depuis 2003, Apple paye seulement 1% d'impôt sur les sociétés, chiffre qui a même baissé en 2014 à 0,005%. Autant dire que Apple ne paye pas d'impôt sur les sociétés en Irlande. Le coût cumulé de ce cadeau fiscal à Apple représente pour le gouvernement irlandais 13 milliards d'euros. Il s'agit ici d'un choix délibéré du gouvernement, qui voulait absolument attirer des entreprises comme Apple sur son sol, et qui a donc pratiqué une politique fiscale avantageuse. Mais cette politique fiscale n'est pas légale dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, il s'agit ici d'une aide d'État qui pourrait biaiser la concurrence européenne, n'étant pas en accord avec ses principes. Il y a donc aujourd'hui un bras de fer entre l'Irlande et la Commission européenne, l'Irlande souhaitant conserver ce statut particulier d'Apple, et la Commission européenne réclamant qu'Apple rembourse les 13 milliards dus à l'État irlandais. Mais encore une fois ici, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Au cours de l'année 2016, la Belgique a été accusée d'avoir offert 700 millions d'euros de cadeaux fiscaux à 35 grandes multinationales. Encore une fois, la Commission européenne a jugé que ces cadeaux fiscaux étaient illégaux et représentaient des aides d'État non licites. Ces situations de conflit entre la Commission européenne et les États membres de l'Union montrent les problèmes provoqués par l'hétérogénéité fiscale au sein d'une même zone économique. C'est pourquoi beaucoup de spécialistes vont s'accorder à dire qu'il faut une harmonisation des politiques fiscales européennes. D'ailleurs, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière, Pierre Moscovici, s'est exprimé sur le sujet il y a quelques semaines à l'université Paris-Dauphine et s'est prononcé en faveur d'une harmonisation fiscale à l'échelle de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une relative harmonisation de la TVA à l'échelle de l'Union européenne avec un taux qui oscille autour de 21%. En revanche, il n'y a aucune harmonisation en vue pour les autres impôts, aussi bien les impôts directs pour les particuliers que les impôts sur les sociétés. C'est particulièrement frappant quand on observe l'impôt sur les sociétés qui varie entre 10 et 40% en fonction du pays où l'on se situe. Le minimum est atteint par la Bulgarie avec 10%, suivi de près par l'Irlande à 12,5%, alors que la Belgique se trouve en fait dans le peloton de tête avec un impôt sur les sociétés qui s'élève à 34%. Lorsqu'on repense aux deux exemples abordés précédemment de conflits avec la Commission européenne, on note ici qu'il y a une forme d'incohérence, car la Belgique, même en pratiquant des taux avantageux pour certaines entreprises, reste avec un taux d'impôt sur les sociétés relativement élevé par rapport à d'autres pays de l'Union. Et l'harmonisation fiscale serait donc un moyen de lever ces incohérences et de rétablir un système concurrentiel plus juste entre les différents pays européens. Cependant, l'harmonisation fiscale reste aujourd'hui une chimère qui a finalement assez peu de chances de se réaliser. Lorsqu'on regarde l'exemple irlandais abordé précédemment, on note que l'Irlande, finalement, malgré les injonctions de la Commission européenne, a voté à la majorité au Parlement de faire appel contre la décision de la Commission européenne. En fait, la fiscalité est une des dernières armes de compétitivité pour les États souverains au sein de l'Union européenne. Mais que ce soit en Europe, en Asie ou bien aux Amériques, les multinationales disposeront toutes de solutions afin d'optimiser leurs résultats à travers des montages complexes de paradis fiscaux ubérisés qui leur sont offerts par différents cabinets. Mais alors, quelle est la fonction de cette plateforme ? Armer la guerre fiscale ou bien la désarmer ? Car finalement, cette plateforme fiscale permet d'égaliser
la fiscalité pour tous les grands groupes, où qu'ils se situent et où qu'ils s'implantent. Il est alors inutile pour les pays de réformer leur fiscalité qui s'impose au plus grand nombre. En effet, cela ne détournera pas les multinationales étrangères à venir s'implanter dans le pays. Il y a donc une sorte de connivence fiscale plus que de concurrence fiscale. Cette observation permet sans doute aussi d'expliquer pourquoi lorsqu'un grand scandale éclate, tel que les Panama Papers, la seule mesure de rétorsion est l'inscription de ce pays sur une liste de paradis fiscaux. Il convient également de se demander si le président actuel de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, n'est pas permissif à l'égard de ces pratiques qui sont encore beaucoup utilisées dans son pays, le Luxembourg.